Eh bien, bonjour tout le monde. Merci d'être toujours là le soir alors qu'il y a de la concurrence avec le cinéma. On a vu qu'il y avait de très bons concours. Donc, merci beaucoup d'être présent. On a précisément 58 minutes et 57 secondes annoncées ici. Et nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir puisque je me souviens qu'il y a en 2008, quand on était venu, on s'était dit que peut-être qu'un jour on parlerait de criminologie aux Utopiales. Voilà. Ce qui permet de couper une jambe à toutes les personnes qui pensent que ça n'existe pas en France. Voilà. C'est très bien. Donc, ravi de vous accueillir. Nous avons 1 heure pour parler de criminologie. On va essayer de le faire de manière positive, enthousiaste, d'en parler avec des films. J'accueille ma collègue aussi qui va pouvoir en parler avec moi. Normalement, j'étais tout seul avec un titre particulièrement modeste, La criminologie selon Erwan Dieu. Mais dites-vous que ça aurait pu être sans le prénom. Voilà, très bien. Donc nous venons, puisque nous représentons le service de criminologie ARCA, qui est un service de criminologie en France, qui est représenté dans toute la France. Nous avons des professionnels dans toutes les régions et pratiquement tous les départements. Ça dépend de quelques départements, aussi en Outre-mer. Et nous intervenons autant pour les auteurs que pour les victimes. Je le précise bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons surtout parler des auteurs d'infractions et de la réhabilitation des auteurs, c'est la thématique. Mais nous intervenons autant pour les victimes que pour les auteurs, à égalité, ce qui représente à peu près 10 000 entretiens par an, un grand nombre de formations et d'innovations technologiques que nous n'aurons peut-être pas beaucoup le temps de vous montrer à tester, même si on aurait bien aimé, parce qu'on avait amené le casque de réalité virtuelle, des tablettes, mais on a pu tester avec des partenaires un peu toute la journée. Je suis là demain pour 2 autres conférences en table ronde, si jamais vous voulez tester et voir un petit peu plus ce que nous pouvons vous proposer. Donc voilà pour le service, on ne va pas beaucoup plus loin. Je vous présente ma collègue Wendy Tullier, qui est la co-responsable nationale. C'est la coordinatrice de la plateforme de justice restaurative en France. Il y a 2 organismes importants de justice restaurative, mais nous pourrons en reparler. Et c'est ma collègue qui est juriste pénaliste spécialisée en sciences criminelles. Merci beaucoup de venir. Merci. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui. Et donc, Erwan Dieu, il s'est déjà un petit peu présenté, c'est notre directeur au sein de l'ARCA et donc le responsable de tous les services dont il a parlé sur le territoire national. Et donc, on a pour objectif aujourd'hui, il vous l'a dit, de parler de la criminologie. Et donc, comme il vous a déjà introduit, eh bien, on a décidé de le faire avec des films. Et donc, pour commencer et parler de criminologie en lien avec les films, moi, je vous propose de réfléchir et de lui poser une première petite question. Erwan, par rapport au film Minority Report, peux-tu nous dire quel lien tu peux faire au regard de ce film sur la criminologie ? En effet, dans ce film, on peut voir une certaine vision de la manière de traiter la délinquance et comment réagir. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, pour les personnes qui seraient perdues pour les films, celui-là, normalement, on le connaît un peu tous quand on vient aux Utopiales, mais on laisse passer un petit peu les bandes et les images pour se repérer un petit peu. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être un petit peu moins assez là-bas. Quoique, on est resté vraiment pop culture. Ouais, bon, j'espère qu'il y a Dragon dans la liste. C'est personnel. Pour parler de Minority Report, c'est un très bon exemple de ce qu'on ne fait pas en criminologie, de ce qu'on commence à faire en criminologie, enfin de ce qu'on ne faisait pas, de ce qu'on commence à faire et de ce que l'on commence à prévoir et à anticiper en criminologie, notamment depuis l'année dernière et depuis janvier de cette année. Donc je vais largement reparler de la question de la prédiction. Pour autant, c'est un très bon exemple de la manière dont on comprend mal la criminologie. Concrètement, en criminologie, il faut savoir qu'il y a 2 grandes tendances, vous avez 2 grands courants qui existent. Alors je suis obligé de simplifier pas mal de choses, mais si jamais vous êtes des experts dans la salle, vous m'en voulez pas trop, je vous paye un café, un thé, il y a du flan utopial qui est très bien. Voilà. Il faut essayer de vulgariser un petit peu pour tout le monde. Il y a 2 grands courants en criminologie. Vous avez la criminologie qu'on appelle classique et la criminologie aujourd'hui plutôt positive, traduite aussi criminologie de la confiance chez les francophones. Pour être simple, la criminologie classique, c'est une criminologie qui s'intéresse à la condamnation pénale, qui s'intéresse à la sanction, qui va s'intéresser à la réinsertion des personnes, qui va s'intéresser à tout ce que vous pouvez voir à la télé, à l'arrestation, à la réinsertion globale pour prévenir la récidive, etc. Mais c'est une criminologie classique dans le sens où elle n'a jamais remis en question scientifiquement les fondements de la manière dont on pense le crime. C'est-à-dire concrètement comment on perçoit un être humain dans une société donnée,
Est-ce qu'il a une tendance à passer à l'acte? Est-ce qu'il a une tendance à récidiver? Est-ce qu'il a une tendance à établir des contrats sociaux positifs, etc. C'est une criminologie, la criminologie classique, c'est une criminologie qui pense toujours la science criminelle dans un regard plutôt du Moyen-Âge, sous l'angle de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, pour ceux qui ne connaissent pas trop, on lui doit de célèbres maximes qui ne sont pas franchement avantageuses pour les êtres humains ni pour les animaux. Donc, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Mais c'est une criminologie qui est persuadée que les êtres humains, lorsqu'on les laisse ensemble, ils ont des émotions nuisibles et qu'ils ont tendance à s'entre-déchirer. Et donc, il faudrait un État fort pour vous forcer à avoir des contrats sociaux ensemble. Ce n'est pas bien ou mauvais, c'est simplement que c'est philosophique dans un esprit de théorie philosophique. C'est de la fiction. On ne sait pas réellement, en fait, d'un point de vue expérimental, si c'est vrai ou pas. La criminologie positive se confronte à cela, elle est beaucoup plus récente, ça date des années 2000, et elle souhaite expérimenter. Est-ce que concrètement, en fait, ces hypothèses se valident sur le terrain? Et donc, vous avez une criminologie qui va chercher concrètement dans des expériences. Alors, vous avez par exemple Franz de Waal, qui est un éthologue assez connu, qui est décédé il y a peu, qui va mettre en place des expérimentations avec des animaux, des humains, et qui va regarder concrètement d'où vient le sentiment de justice et d'injustice, comment réagissent les espèces ensemble, les groupes sociaux ensemble, est-ce qu'on a tendance à créer des contrats sociaux, est-ce qu'on ressent la justice et on se condamne les uns contre les autres ou les uns avec les autres, comment on fait? Eh bien, les résultats de la science dans ce domaine vont beaucoup plus dans le sens d'êtres humains qui sont plutôt collaboratifs, qui créent des contrats sociaux sans qu'on leur demande et qui essaient de résoudre les problèmes dans un groupe. Alors bon, si on ouvre les chaînes télé le matin, c'est pas flagrant. Mais à chaque fois que l'on a tendance à avoir des expérimentations, on a systématiquement ces retours qui viennent. Donc la criminologie positive s'intéresse à quelque chose qui est très concret, c'est comment réparer le sentiment de justice chez les êtres humains, un sentiment de justice qui est inhérent et consubstantiel à notre espèce, mais aussi aux différents mammifères, dès que l'on a des expérimentations. C'est-à-dire que le sentiment de justice en vous, en moi, il repose sur deux piliers moraux fondamentaux. Le premier, c'est la réciprocité, le sentiment d'équité les uns envers les autres. Le deuxième, c'est l'empathie ou au moins le souci de l'autre. Dès que vous êtes mis en difficulté là-dessus, par exemple si on vous fait du mal, vous allez avoir un déséquilibre dans votre contrat social et là, vous pouvez réagir beaucoup plus fortement et exiger des sanctions parce que votre sentiment de justice est altéré. Dit simplement, vous n'avez pas de psychopathe directement qui arrive comme ça et qui agresse. Notre question, c'est comment réparer des personnes qui ont déjà subi des adversités. Comment on va générer du sentiment de justice chez ces personnes-là qui ont été agressées. Bon, j'y reviendrai plus précisément. Donc pour parler de ça, une petite précision en chiffres. Notre question en criminologie pour la réhabilitation, parce qu'on ne va pas trop parler de tueurs en série, on va surtout parler de réinsertion et de réhabilitation ici. Pour la grande question en criminologie réhabilitative et en criminologie positive, c'est de savoir comment on peut accompagner les auteurs et sous quelles modalités. Et notre première question, la plus importante au départ, en tout cas pour accompagner personne, c'est quel est le type de sanction que l'on doit proposer. La sanction la plus dure, c'est la peine de mort. La deuxième sanction la plus dure, c'est la peine privative de liberté, la prison. Et après, vous avez d'autres peines. Toute la question, c'est quelles sont les peines qui nous permettent de travailler avec les personnes, de les accompagner pour prévenir la récidive en les réinsérant. Eh bien, sur ces résultats, la science en criminologie est très claire. Vous voyez, c'est l'une des dernières méta-analyses importantes. Il y a eu une méta-analyse qui est sortie dans 15 pays différents. On est sur plus de 4 millions de personnes en test. On a essayé d'étudier 980 effets différents de la prison dans l'intérêt de la prévention de la récidive et de la réhabilitation des personnes. Et en fait, le résultat est toujours nul, voire empire. Cela nous met en difficulté dans les projets de réinsertion, cela met plus en difficulté les personnes et elles ont plus de propension à la récidive que lorsqu'elles ne sont pas passées par la case prison. Dire ça, ma collègue, moi, les collègues du service, ce n'est pas de la politique. On vous donne froidement des résultats d'études, c'est important de regarder et après de décider collectivement en société vers quoi on tend, comment on peut faire, etc. Mais actuellement, c'est un fait criminologique par les statistiques qu'il vaut mieux essayer d'accompagner quelqu'un en milieu ouvert qu'en prison. C'est plus simple et on réduit plus facilement la récidive, ou moins difficilement. Très bien. Tout ça, ça m'amène sur un autre film, Star Wars, l'épisode 4. Dans celui-ci, on a Han Solo qui, pour rappel, a un passé un petit peu obscur et puis finalement va plutôt aller du côté des gentils, si je peux le dire comme ça, et il va évoluer. En termes criminologiques, Erwan, tu viens de nous dire que
La prison n'était pas forcément la solution la plus adaptée pour aider les auteurs à avancer et finalement aller dans la désistance. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'accompagnement ou comment on peut aider, accompagner notamment Han Solo ou bien les personnes qui ont pu commettre des actes? Alors volontairement, vous voyez que ce sont les images de Star Wars 4, parce qu'il paraît qu'il y a un film sur lui, mais je crois qu'il n'est pas vraiment sorti. Tout le monde a oublié. Donc, vous avez les autres. Tout à fait. Si vous vous souvenez du début de Star Wars, donc l'origine, vraiment au tout début, Han Solo est un contrebandier, multirécidiviste, recherché non seulement par l'État, bon, on pourrait dire que l'État c'est l'Empire, bon, ok, mais recherché par l'État quand même, ou en tout cas par le système, mais aussi recherché par les autres contrebandiers. La question pour Han Solo, c'est oui, concrètement, si lui, il passait par la case criminologie réhabilitation, comment on ferait? Parce que ce que l'on voit, c'est qu'à la fin du film, il se réhabilite. Il se réhabilite parce qu'il a des soutiens, parce qu'on lui propose un projet de vie, etc. Il ne cesse pas la délinquance en soi, c'est qu'on lui propose mieux. Rien ne nous dit qu'à la fin du film, si la résistance ne lui avait pas proposé de venir les aider, finalement qu'il ne serait pas retourné dans sa vie. D'ailleurs, il hésite. Oui, il a un calcul coût-bénéfice dessus. Mais concrètement pour nous, si nous étions face à Han Solo, comment on aurait pu essayer d'accélérer sa sortie finalement de délinquance? Eh bien là, nous mettons en place un modèle en criminologie que je vous présente, qui vient des études du What Works. What Works, c'est qu'on cherche les criminologues à savoir qu'est-ce qui marche en termes de prévention de la récidive. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement dans nos entretiens, dans nos programmes, dans les types de sanctions qui nous permettent d'aider les personnes à ne pas récidiver. Donc ça vient du What Works. Le What Works a permis de délivrer un modèle en criminologie qui s'appelle le modèle RBR, le modèle du risque, ou modèle risque, besoin, réceptivité. Ça fera le lien avec Minority Report tout à l'heure. Donc ce modèle-ci, donc le modèle du RBR, nous dit qu'il faut toujours, à chaque fois que l'on fait une intervention, que l'on essaie d'aider quelqu'un, systématiquement, nous devons faire une évaluation de ce que l'on va appeler les facteurs de risque de récidive. Ces facteurs-là, vous en avez 8 grandes familles, je les ai mises juste au-dessus. Vous avez les 8 grandes familles, les antécédents criminels de la personne, sa personnalité, ses comportements, ses consommations, sa famille, ses amis, les loisirs, etc. Vous avez 8 grandes familles. Et nous devons évaluer des critères, donc des facteurs de risque spécifiques dans chacune de ces 8 grandes familles. Partant de là, nous avons le risque, c'est-à-dire que nous avons un score qui va se dégager et qui va nous donner une probabilité du risque de récidive. Cette probabilité, en fait, elle ne parle pas de la personne qui est en face de nous, il faut bien s'entendre. Là, on n'est pas dans Minority Report pour le coup. Ça ne nous parle pas de la personne, ça nous dit que des personnes avant qui présentaient les mêmes problématiques ont eu tendance à récidiver un certain nombre de fois. Donc c'est assez différent. Donc ça ne nous dit pas attention, il va récidiver, ça nous dit attention, c'est plus difficile quand on est dans ces facteurs de risque-là de ne pas récidiver. Et donc il faut l'accompagner plus fortement. Il faut absolument le voir plus souvent, il faut mettre en place des dispositifs, des programmes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important. Et après, on va nuancer. Donc vous avez le niveau de risque, voilà, le niveau de risque de récidive qui nous dit qu'il faut accompagner intensément. Mais après, on va nuancer. On a les types de besoins. Donc qu'est-ce que l'on va accompagner comme facteur de risque? Et vous avez la réceptivité. Dire à la personne qu'il faut qu'elle vienne dans un entretien ou qu'elle vienne dans un programme, c'est très bien. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, quand il y a quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas qui vous dit mardi prochain, il faut que tu viennes quelque part. Et tu n'as pas envie. Oui, mais ça va prévenir ton risque de récidive contre la délinquance. C'est le programme québécois qui l'a dit. Bon, la réceptivité, c'est très important puisque la question, c'est aussi est-ce que la personne est réceptive à ce qu'on lui propose. Et vous en doutez, ce n'est pas la majorité des personnes qui ont été condamnées. Vous le voyez à la télé, en général, quand on est condamné, on estime que ce n'est pas forcément vrai ou que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Donc c'est assez dur de se responsabiliser rapidement et ça demande un travail de la part des criminologues. C'est ce qu'on appelle la réceptivité. Est-ce que ça marche vraiment, le RBR? Parce que c'est la question What Works. Qu'est-ce qui marche quand on accompagne quelqu'un? Eh bien, oui, ça marche, mais à un certain niveau. Vous voyez, quand on accompagne des auteurs d'infractions dans la non-récidive avec le modèle RBR, eh bien, nous pouvons faire baisser le niveau de récidive de 35% quand on les accompagne en milieu ouvert, mais en général, c'est autour de 17% quand on les accompagne en milieu fermé, c'est-à-dire en prison. C'est plus difficile de les accompagner vers la non-récidive en prison. Bon. Joey est très surpris. Ah oui, je voulais vous donner un exemple, mais bon, voilà, visuellement, à quoi ressemble une évaluation du risque de récidive? Vous avez donc des familles de risques, vous avez des critères que vous complétez en oui-non, systématiquement, et à la fin, cela vous génère des scores. Vous avez les grandes familles, là. Ah, mais ça ne marche pas comme ça. Si, ça marche.
Non, ça marche pas, c'est pas grave. Tout en haut, vous avez AC, EE, FC, etc. Donc antécédents criminels, éducation, famille, couple, loisirs. En fait, vous avez des grandes familles de risque de récidive, des scores. Et dans chacune de ces grandes familles, on vous dit est-ce que le risque de récidive est faible, moyennement élevé, enfin modéré, élevé, très élevé, etc. Et vous avez un score final. Le score final est basé sur les statistiques que l'on connaît sur des populations larges. Justement, tout à l'heure, tu disais qu'on allait revenir au premier film. Ben, on y revient, puisque dans ce premier film, on avait parlé, enfin dans ce film, il est question d'aller dans le futur, en 2054, afin de voir toutes les personnes qui vont commettre des crimes et d'essayer d'agir sur ces personnes avant qu'ils puissent les commettre. Donc sur cette prédiction en criminologie, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et là, on a un vrai débat, parce que Minority Report, en plus d'être un excellent livre, excellent film, on commence à mettre les pieds vraiment dans notre présent. Et oui, on parle de prédiction, notamment avec des IA à notre époque. Et notamment, ce que je vous ai montré juste avant, ceci, on l'applique aujourd'hui dans la question de la prédiction du crime. C'est vrai. Donc, par exemple, vous avez en Angleterre, je l'ai mis en deuxième, en Angleterre, vous avez des outils, vous avez notamment Oasis, qui est un dérivé de ce que je vous ai montré juste avant, le système Oasis en Angleterre, qui est utilisé sur des choses un petit peu plus larges dans un projet qui s'appelle le Murder Prediction. Et donc là, on va essayer de prioriser des dossiers, des cas, etc. Mais le but vraiment à retenir de cela, c'est qu'on va essayer de créer des algorithmes qui vont prédire les probabilités, les risques d'homicide qui pourraient se présenter dans des populations. Effectivement, on n'est pas très... Alors, il n'y a pas une police d'intervention. Moi, j'ai une Renault Capture. Voilà, j'ai pas d'hélicoptère. Bon, voilà, on n'a pas ça. On n'a pas ça non plus. Quoique les gendarmes en France, le département de du comportement, ils peuvent faire avec l'hélicoptère. Bon. Oui. Mais on n'a pas encore ça. Pour autant, en réalité, il s'agit vraiment de quelque chose de très différent. La prédiction que l'on entend en criminologie, c'est une prédiction de priorisation de dossiers. Ce n'est pas une prédiction sur une population très large qui n'aurait jamais commis d'actes et pour lesquels on va prévenir des comportements violents. On est sur des personnes qui auraient déjà rencontré des problématiques, qui auraient déjà une arrestation, et la question c'est de savoir quels sont les critères importants qui feraient dans le futur qu'ils pourraient être susceptibles à recommencer un acte. Et donc comment on les accompagne. L'idée c'est pas de mettre une condamnation ou de mettre des casques énormes comme on voit dans le film. Non, c'est comment on va les accompagner, donc avec des assistants sociaux, des psychologues, des psychiatres, des criminologues, etc. C'est ça l'objectif. Donc pour cela, il y a quand même eu, bon, ils ont changé un peu leur nom parce que ça faisait peur, le Murder Prediction, ils l'ont appelé autrement finalement. Mais vous avez vraiment en Europe, avec Europol en tout cas, tout un travail en janvier 2025 sur ces fameuses technologies de prévention du risque, les RAT. Et vous avez l'acte, la décision d'intelligence artificielle de 2024 qui est arrivée dans notre domaine. Cet acte-là essaie d'évaluer tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence artificielle utilisée dans la sphère sociale. Et il y a 4 niveaux d'intelligence artificielle qui sont notés, interdits au risque, risque limité au risque minimal. Tout ce qui est dans la criminologie est noté à haut risque. Donc, à savoir tout ce que l'on fait en criminologie, dès que l'on commence à utiliser de nouvelles technologies, on doit avoir une traçabilité, des données de qualité, des humains décisionnaires qui peuvent avoir des dérogations des scores qui sont donnés par les algorithmes. Donc, systématiquement, il y a vraiment quelque chose qui est protégé. Je vous dis ça, mais on voit aussi que ça évolue très vite et qu'on a du mal à prendre des décisions rapidement puisque finalement, c'est 2024-2025. Les IA existent déjà depuis plusieurs années. Ok, on va rester sur Star Wars si tu veux bien. Et cette fois-ci, je te propose de voir plutôt Anakin. Tout à l'heure, on parlait de Han Solo, qui était plutôt au départ avec un passé assez compliqué, puis qui allait petit à petit plutôt vers du positif. Mais Anakin, il me semble qu'on est plutôt sur le contraire. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui peut amener finalement une personne à évoluer de la sorte, alors que tu étais en train de nous expliquer que la détention n'était pas forcément favorable, qu'il y avait des accompagnements à mettre en place, et du coup, comment ça s'applique à Anakin? Alors, vous retenez que le point positif, c'est qu'on ne parle pas de Jar Jar Binks. Hein. Le point négatif, c'est qu'on ne parle toujours pas de dragon. Mais bon, je ne l'ai peut-être pas mis. Okay. Alors, c'est une bonne question, parce que en fait, la situation d'Anakin Skywalker est très différente de celle évoquée par Han Solo. Ce que l'on voit dans le parcours d'Anakin Skywalker, ce sont des adversités, en tout cas des vulnérabilités très fortes qui se manifestent et une absence de soutien très claire par rapport à tout ce qu'il traverse, hormis des personnes qui font figure d'autorité, qui lui disent « ta mère va mourir, accepte. Ta femme va mourir, accepte. » Voilà. C'est très bien d'être stoïcien,
Faites-le avec des amis, de la famille, vous verrez, on ne se sent pas très soutenu. Voilà. Bon, pourquoi pas. En réalité, ce qui se passe avec Anakin, pourquoi c'est tellement difficile, et si on recevait Anakin et qu'on le voyait comme ça, qu'on voyait son évolution, on se dit, ok, là, le RBR, comme je vous en ai parlé, l'accompagnement type RBR, va être très compliqué. Parce qu'il y a des éléments supplémentaires qui sont en jeu. Dans le RBR, vous avez des familles de risques que l'on va travailler. Je vous ai un petit peu montré, il y a la famille, il y a l'aspect scolaire, il va y avoir la personnalité, les consommations, etc. Pour Anakin, il y a un élément que vous vous doutez, en fait, tout le monde dans le grand public se doute qu'il y a quelque chose qui est particulier, ce sont ce qu'on va appeler les adversités traversées par la personne. Les adversités, ou les ACE, qui sont notées ici, Adverse Childhood Experiences, à chaque fois que vous avez ces adversités, ces 10 critères d'adversité, ce sont des vulnérabilités, des violences, même la plupart du temps des infractions pénales, que vous subissez avant l'âge de 18 ans. Ces critères ACE, ces adversités, sont reconnus sur le plan statistique comme pouvant mettre les adultes en très grande souffrance quand ils ont traversé ces adversités durant leur minorité. Ce qui est encore pire, c'est que ces adversités, donc les violences physiques, sexuelles, psychologiques, les négligences, etc., ces adversités, quand vous commencez à les cumuler, cela impacte d'autant plus votre fonctionnement, votre système cérébral, etc. Et à l'état adulte, vous allez avoir encore plus de difficultés à vous en sortir. On a notamment une césure statistique à 4 expériences d'adversité. Quand vous commencez à avoir subi avant 18 ans 4 de ces expériences d'adversité, il est beaucoup plus dur à l'état adulte de ne pas avoir de symptômes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est qu'il y a plus de nécessité à être accompagné par un professionnel. En dessous de 4, vous pouvez faire de la résilience. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez en parler avec des amis, vous pouvez faire du sport, vous pouvez faire beaucoup de choses. À 4, statistiquement, c'est très dur. Eh bien, dans la criminologie, on retrouve le même problème. Et c'est ce que traverse Anakin Skywalker, parce qu'il est esclave, il perd sa mère, enfin, il a tout un parcours de vulnérabilité qui arrive. Vous voyez, les scores sont assez intrigants pour nous en criminologie. Quand on va faire un travail pour les mineurs délinquants, qu'on va essayer de les réinsérer, donc là c'était une étude sur plus de 64 000 jeunes, qu'on commence à étudier avec eux les expériences d'adversité, qu'en même temps on va évaluer le niveau de risque de récidive, donc les types de facteurs de risque de récidive, qu'on compare les deux, et bien on se rend compte que chez les jeunes qui présentent de faibles risques de récidive, il n'y en a absolument aucun qui a 4 expériences d'adversité sur 64 000. Pour ceux qui ont au moins 4 expériences d'adversité, ils arrivent toujours à au moins haut risque ou très haut risque de récidive. Donc on se retrouve avec une population qui fait partie de ceux qui ont du mal à être dans les fameux 35% de baisse de récidive et qui nécessitent des types d'accompagnement beaucoup plus spécifiques. En général, on passe là de la criminologie à la psychocriminologie avec des soutiens psychothérapeutiques. Ça nous amène à parler de désistance. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que la désistance que j'ai évoquée tout à l'heure? Oui, tu en as parlé sans expliquer ce que c'est. Exactement. Pour parler de désistance, en fait, tout à l'heure, avec le RBR, avec la criminologie classique, on vous parle de prévention de la récidive. Dès qu'on commence à avoir un regard plus complexe, en tout cas l'évolution des études en criminologie nous ont amené à avoir un regard un peu plus complexe, notamment en criminologie positive qui s'est largement emparée de ce domaine, on commence petit à petit à ne plus parler de prévention de la récidive brute, mais à parler de processus de désistance. Ce soir, si jamais il y a une discussion autour de la criminologie, vous regardez les actualités, etc., dites ça à table. Oui, il est vraiment en difficulté dans son processus de désistance, celui-là. Ça rend bien. C'est bon. La désistance, l'intérêt, donc vous avez les deux auteurs. Ceux d'en dessous, je les aime bien, mais c'est en hommage, il n'est pas dans Camelot 2, donc bon, bref. Juste au-dessus, vous avez Fergus MacNeill et Shane Maruna, ce sont deux auteurs importants en criminologie pour la désistance. Fergus MacNeill, c'est lui qui va vraiment donner les définitions, travailler sur le sujet, etc., parmi d'autres, mais c'est un auteur assez important qui ressort. Ils vont dire que la désistance, c'est un processus non linéaire, donc propre à chacun, de sortie du processus de délinquance, donc petit à petit, qui peut connaître des rechutes. Donc ce que l'on doit essayer d'évaluer, c'est est-ce qu'il y a de moins en moins de rechutes, et lorsqu'il y a des rechutes, est-ce qu'elles sont de moins en moins graves? Les rechutes, on ne parle pas forcément uniquement de l'infraction, on peut parler aussi des facteurs de risque, des problématiques de consommation, des problématiques de gestion de la colère, de difficultés interrelationnelles, etc. Donc est-ce que la personne se désiste petit à petit d'un parcours qui était en lien avec la délinquance? Et là, c'est vrai qu'en général, en criminologie, on entend les crimes, etc. Mais il faut se dire que les crimes, c'est à peu près 3000 infractions par an. Or, les délits représentent plus de 50 000 infractions par an. Donc,
Ce que l'on va vraiment essayer d'évaluer, c'est la sortie pour les personnes petit à petit des délits dans leur parcours. Si on se dit, mais c'est étrange parce que ça ne marche pas avec les tueurs en série, ça. Si on croise un tueur en série, on ne lui dit pas, bon, ok, tu as recommencé, mais c'est pas très grave. Parce que tu recommences de moins en moins souvent. Et c'est de moins en moins grave. C'est de moins en moins grave. Voilà. La dernière fois, il n'y a pas d'acte de barbarie, c'est quand même un bel effort. Bon, ça ne marche pas du tout. C'est vraiment fait pour la criminologie générale. Et c'est ça qu'il faut en retenir. Mais si vous le passez sous la question de la consommation, ça paraît aussi évident. Quand on veut s'arrêter de fumer, c'est un parcours qui est complexe, il y a parfois des rechutes, mais ce n'est pas parce que vous avez une rechute que votre parcours est terminé. Il est important de reprendre la main, de petit à petit vous ressaisir, et c'est à la fin de ce processus-là que vous commencez à vous qualifier comme non-fumeur. Eh bien, en criminologie, on va être là-dessus. On se sort petit à petit d'un processus de délinquance, et on appelle ça se désister. Donc vous l'avez avec Fergus McNeil qui vous donne cette définition-là, et vous avez Shed Maruna qui va essayer d'amplifier un petit peu, et qui va vous dire en réalité, la désistance, ça a plusieurs facettes. Vous avez une désistance primaire, donc ça revient des théories de l'étiquette en criminologie, du label. Vous avez une désistance primaire. La désistance primaire, c'est concrètement, est-ce que l'on commet de moins en moins d'actes, est-ce qu'ils sont de moins en moins graves, etc. Donc on peut prendre un dossier pénal et se dire que cette personne, elle est quand même sur une voie de désistance. Ce qui est intéressant, puisque si on voit que la personne commet des faits de moins en moins graves et de moins en moins souvent, on dit que ça va a priori dans la bonne direction. Inversement, si vous avez quelqu'un qui commence à commettre des faits de plus en plus lourds, qui commence avec du harcèlement, qui commence maintenant avec de la violence physique, qui va surajouter avec de l'idéologie et revendiquer vraiment son passage à l'acte, etc., là, on est plutôt dans une trajectoire, l'inverse de la désistance, une trajectoire criminogène. Là, la désistance, on va avoir une désistance primaire, quelqu'un qui petit à petit se désengage. Et vous allez aussi avoir une désistance secondaire. La désistance secondaire, c'est ce qu'en dit la personne. C'est la manière dont elle se perçoit. Est-ce qu'elle se qualifie comme un délinquant? Est-ce qu'elle se voit comme un désistant? Est-ce qu'elle refuse ce qu'on appelle délinquant parce qu'elle estime qu'elle fait ces choses-là pour des raisons nobles, qu'elle comprend qu'elle ne devrait pas avoir ces comportements-là, et que si on lui propose des alternatives, elle fera autre chose? Bon. C'est pas évident quand on pense crime parce qu'on pense à des choses graves, mais encore une fois, combien de personnes ici regardent du streaming? C'est pas légal. Hein. Bon. Pendant le Covid, c'était compliqué le nombre de délinquants en France. Et la rechute était régulière. Bon. Donc la désistance secondaire, c'est comment la personne se perçoit, ce qu'elle dit d'elle, comment elle justifie les choses, et on s'aperçoit que plus elle se qualifie de manière positive, plus elle va reprendre un jargon positif, plus elle parle de ses perspectives, de ce qu'elle veut faire plus tard, etc. Et plus en fait ça va favoriser un parcours de désistance et de prévention de la récidive à terme. Merci. Alors tu parles de désistance, mais là j'ai l'impression qu'ils prennent des choses un peu particulières au niveau d'Avatar. Oui, alors en fait, alors je préviens, on a un humour pas terrible. On va faire une blague horrible. Si vous voulez être gentil, vous pouvez rire un peu. Pour nous soutenir. Parce qu'on était hyper contents de la trouver, cette blague. Voilà, donc bon, si ça fait un gros bide, ça va être dur moralement. Voilà. Vous avez déjà vu des personnes dans un processus de désistance qui ont connu de la rechute et qui arrivent à s'en sortir à terme. Par exemple, en France, alors ça, c'est pas de la blague, ça existe vraiment, il y a du Bouddha bleu qui existe. Voilà. On met ça dans les cigarettes électroniques et autres. C'est hyper toxique, c'est très mauvais pour la santé. Je vous conseille pas. Franchement, si vous voulez faire autre chose, testez autre chose, mais ça, c'est pas terrible. En tout cas, il y a ça. Et vous en avez croisé des personnes qui ont tourné au Bouddha bleu. Vous en avez croisé il y a 10 ans, vous en avez croisé il y a 3 ans. Et c'est dur pour ces personnes. Merci. Ça touche les enfants. Voilà. Dès qu'il y a une culture familiale de la délinquance, c'est compliqué. Bon. C'est toujours les mêmes réseaux de narcotrafic qui s'en mettent plein les poches. Et vous allez voir qu'il va y avoir une rechute là en décembre. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, voilà. Merci d'avoir rigolé. Vous nous avez soutenus. Donc, tu nous parles de désistance. Mais moi, je ne suis pas Marty. Et je ne suis pas dans le retour vers le futur. Marty, dans le retour vers le futur, il a effectivement un passé compliqué, un vécu familial difficile. Mais il va finalement aller dans le futur pour ensuite évoluer et faire changer certaines choses en revenant dans le présent. Mais moi, ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas vous, mais je ne sais pas. Donc, comment je fais vraiment pour accompagner quelqu'un sur le chemin de la désistance? Ouais, en fait, là, c'est tout notre problème. On a de belles théories. Parce que les théories sont calquées sur des corrélations statistiques ou sur les discours des personnes après coup. Donc, on a déjà une bonne idée. Franchement, on peut faire un petit mea culpa, les criminologues, on a une bonne idée. Avant, on allait interroger les personnes qui passaient à l'acte,
Par exemple, le FBI était parti interroger les violeurs en série, les tueurs en série, ça fait des super séries en plus. Hein. Voilà, bon, on fait ça. Et puis après, on va mettre en place des théories, des grilles, des types de pratiques, etc. Et on a eu une première bonne idée dans les années 2000, on s'est dit, c'est quand même bizarre, on veut aider les auteurs à ne plus recommencer et on n'interroge que ceux qui recommencent. Imaginez si en économie ils faisaient ça. On aimerait avoir de bonnes idées pour nos futurs étudiants, entrepreneurs, etc. On va aller interroger tous ceux qui ont raté. Donc on a une première bonne idée, Fergus McNeil et Shane Maruna, de se dire, en fait, pour faire de la désistance, pour accompagner les personnes, on va aller interroger tous les auteurs qui ont arrêté, tous ceux qui n'ont pas recommencé en fait à terme. Très bonne idée ça. Mais on est quand même toujours un petit peu à courir après le temps et on se demande toujours concrètement ces théories-là, comment on peut les appliquer, ou ces modèles-là, comment on peut les appliquer pour d'autres auteurs. Est-ce que le conseil d'un auteur et ce qu'il a mis en place dans sa vie, est-ce que ça marcherait vraiment pour un autre? Donc là, on va aller sur les pratiques probantes, c'est beaucoup comme ça qu'on va commencer à les qualifier. Donc on va mettre en place des dispositifs, des programmes, par exemple le RBR dont je vous parlais tout à l'heure. Cela fait partie des programmes probants pour essayer d'agir au mieux. Et quand on regarde pour Marty, je l'avais mis au-dessus pour m'en souvenir, ça, voilà. Quand on regarde pour Marty, par exemple, la question du facteur de risque, c'était pas une prédiction négative, c'est pas une condamnation ou un enfermement. On n'est pas dans quelque chose qui va l'étiqueter en lui disant, mais Marty, quand on regarde le premier soir, au début du film, le premier soir, ta vie, elle n'est pas terrible. Contexte familial, zéro. Hein. Tu avais un projet de disque, de musique, etc. Bah, finalement, ça tombe à l'eau. Ton meilleur ami, il est quand même bizarre. Il a 3 fois ton âge, il te sort des trucs pas possibles, les rendez-vous sont à 2 h du matin sur un parking quand il a volé du plutonium et des Libyens. C'est louche quand même, tout ça. Bon. Mais pour autant, en fait, ce sont des leviers d'action que l'on va essayer de saisir. Et comment on peut faire ça? On va mettre en place des dispositifs. Alors, je vous donne un exemple de dispositif en groupe, et puis je vais vous donner après un exemple de modèle plus en individuel, comment on peut faire. Avec le RBR, je vous ai donné des grands contextes, mais je vais vous montrer concrètement, en fait, dans les entretiens, comment on pourrait essayer de faire avec un autre modèle. Exemple avec un dispositif qui s'appelle le dispositif de parrainage de désistance. Je vous le présente précisément parce que c'est un dispositif créé par les Français. Et c'est rare en criminologie. C'est à saluer. Ouais. Les services pénitentiaires ont créé ce programme-là. On a eu la chance de pouvoir l'évaluer, travailler avec eux. Vraiment, c'est une création de l'État français sur ces dispositifs-là. Donc le PPD, programme de parrainage de désistance, qui existe aussi version victime, programme de parrainage de résilience, le PPR. Et donc, voilà comment ça se passe. Vous avez un cercle avec des rencontres une fois par mois de personnes qui aimeraient être un peu sur le chemin de la désistance, mais qui ont du mal. Des auteurs qui sont un peu trop dans la consommation du Bouddha. Bon, voilà. Rencontre une fois par mois, en groupe, en collectif. Jusque-là, ça n'a pas grand-chose de criminologique, hein, on met juste des personnes ensemble. Mais on va y ajouter des bénévoles. Ces bénévoles-là sont spécifiquement formés sur la criminologie, sur les approches motivationnelles, mais notamment sur ces programmes-là de désistance. Je les explique comment ils peuvent être de bonnes figures positives pour encourager, désistance secondaire, encourager à avoir des identités valorisantes pour les personnes. En plus d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de fréquences de passage à l'acte, etc. Donc, vous allez avoir ce soutien. Je vous dis après qui c'est le petit monsieur avec ses lunettes. Vous allez avoir 2 animateurs. Toujours 2 bons animateurs. 2 animateurs criminologues ou professionnels dans les services pénitentiaires formés à la criminologie. Vous allez avoir 2 animateurs qui vont coordonner ce cercle tous les mois avec des thématiques à donner et à travailler. Et en plus de ce cercle, qui j'espère se passe bien sur des thématiques en question, les bénévoles que l'on appelle des parrains ou des marraines de désistance peuvent signer un contrat avec un filleul de désistance, donc un auteur d'infraction qui veut s'engager dans la désistance. Et en fait, ils vont signer un contrat de parrainage qui les contraint à se voir ou à s'appeler au moins une fois par semaine pour évoquer ce qui se passe dans leur vie, ce qui change dans leur vie, quelles sont leurs problématiques, quels sont les points de soutien qu'ils devraient y avoir. Tout cela se fait en plus des entretiens individuels avec le psychologue, le psychiatre, le criminologue et aussi avec des méthodes spécifiques qui peuvent être amenées. Mais ça, c'est un programme de désistance dans le sens où on essaie de soutenir au quotidien la personne, la voir, avoir des informations sur sa vie, comment ça se passe, et avoir des bénévoles qui peuvent aussi nous ramener des informations qui vont être importantes. Parce que le contrat de confidentialité, il est signé dans le cercle. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que notre petit gars là, ils disent qu'il a eu une grande rechute, que c'était très compliqué pour lui, mais qu'il ne veut pas que ça se sache. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Le bénévole, dans le cadre du cercle mensuel, le dit aux autres. Eh bien, moi, mon filleul a eu une rechute, je sais que c'est difficile, j'aimerais savoir comment ça se passe pour les autres, comment on peut l'aider, etc. Et donc, il va y avoir des systèmes de père aidance un peu classiques, mais qui sont transmis comme ça, par vagues, entre les différents contrats qui sont signés, plus le groupe, plus les professionnels, les coordonnateurs là, en criminologie, qui font des évaluations du risque, etc.,
qui vont en plus prendre en compte ces données pour accompagner la personne. Donc c'est un exemple de programme de groupe. Je peux parler de celui-là. Et là, on va être sur un modèle plutôt individuel pour celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré. J'espère que vous allez bien l'aimer. Il s'appelle le Good Life Model. Alors, le Good Life Model, voilà, il y a la tête, on le doit à Tony Ward, qui est un professeur en Australie et Nouvelle-Zélande. Le Good Life Model, essayez pas trop de le traduire en français, ça rend pas très bien. Voilà, les Canadiens essayent avec le modèle des vies satisfaisantes. Pas terrible. On a le modèle des vies épanouissantes, c'est pas terrible non plus. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le traduire à la marseillaise, si vous devez le faire. Voilà, comme ça, on a une accroche. En tout cas, c'est pas terrible de le traduire. Concrètement, le Good Life Model, c'est un modèle qu'on va utiliser de manière complémentaire au RBR. Le RBR nous sert à faire de l'évaluation, à prioriser des facteurs de risque et à avoir certaines pratiques. On peut mettre en place un dispositif de groupe pour la désistance, mais aussi dans les entretiens individuels, on va utiliser ce modèle-là, le modèle des bonnes vies, Good Life Model, qui présume plusieurs choses. Premier élément, c'est que les auteurs d'infractions qui sont en face de nous, pour être réceptifs, pour se motiver, pour venir aux entretiens, pour aller vers la désistance, ils ont besoin d'espoir et d'un projet concret. Demander à une personne de changer si elle n'a rien à changer par elle-même ou si elle ne voit pas l'intérêt de changer, ça ne marchera pas. Vous pouvez avancer ce que vous voulez comme argument, ça ne fonctionnera pas comme ça. Il faut déjà que la personne vienne en entretien. Et quand elle vient, il faut lui proposer un projet, quelque chose de spécifique. Le Good Life Model va partir d'un principe assez simple. La délinquance est corrélée à la qualité de vie que vous avez. Plus votre qualité, en tout cas votre perception subjective de votre qualité de vie est altérée, est affectée, plus vous allez trouver que la délinquance, finalement, c'est un comportement social qui peut être acceptable. Exemple, vous êtes enfermé chez vous, il y a un Covid qui traîne, vous avez envie de voir des films et vous ne pouvez pas y aller, vous allez regarder plus de streaming. Jamais oublier qu'une infraction, ça reste un comportement social qui est interdit par la société, mais ça reste un comportement social. Ce que présume le Good Life Model, c'est que pour limiter les comportements sociaux qui sont délinquentiels, qu'on en a reconnus, nous, comme prohibés et qui font du mal, il y en a certains qui sont particulièrement violents, donc évidemment, on essaie absolument de les prévenir, mais pour faire ça, il faut essayer d'augmenter le niveau de qualité de vie de la personne. Et comment on s'intéresse à sa qualité de vie? C'est en essayant d'augmenter ce qu'on appelle ses goods, c'est-à-dire ses valeurs et ses aspirations vis-à-vis de l'avenir, ce qui est important pour elle. Par exemple, ses relations affectives. On va prendre aussi le niveau de savoir, donc l'intérêt de s'investir dans des nouvelles informations. Des personnes qui peuvent tourner sur des théories du conflit, qui peuvent avoir des tendances finalement à regarder des réalités alternatives, des vérités alternatives, etc. Il y a peut-être chez elles une envie profonde, en tout cas ce qu'on appelait un good, vis-à-vis du savoir. Le fait d'aller prendre l'information, de devenir un expert de certaines informations, etc. Que ces informations soient vraies ou fausses, ce n'est pas le débat. Ce qui est important, c'est de se sentir expert. Vous allez avoir des personnes pour qui ça va être très important d'être plutôt engagé dans de la communauté. Que ça se passe bien ou mal, ce qui est important, c'est d'avoir l'étiquette du groupe. Je suis là avec les autres, même si je suis celui qui est martyrisé, j'ai l'étiquette du groupe et j'existe dans ce groupe. Donc il va y avoir un ensemble d'éléments que l'on va essayer de travailler avec les personnes dans le cadre du Good Life Model. Et notre question, elle est très simple en entretien. Comment est organisée ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi en termes de valeurs? Donc tes goods, les bonnes choses pour toi essentielles, qui sont toujours positives à tes yeux. Au pire, tu es égoïste. Mais ce sont toujours des choses positives, des motivations positives. Et en quoi la délinquance, pour toi, aujourd'hui, paraît être une solution acceptable pour mettre en place ces goods-là dans la vie réelle? En quoi suivre tel groupe délinquant, ça te donne l'impression que tu es intégré dans une communauté, alors qu'il y en a plein des communautés. Pourquoi c'est celle-ci qui te donne l'impression d'être intégré? Il y a plein de partenaires, et les relations affectives, c'est important pour toi. Pourquoi t'accrocher à cette personne au point de te mettre en difficulté sur le plan de la gestion de la colère, sur le plan de la relation, etc. Donc on va travailler avec la personne à respecter les valeurs initiales, mais à trouver des comportements socialement acceptables, complémentaires. J'espère l'avoir bien réduit. C'est évidemment largement détaillé dans la littérature. On essaie de regarder si ça marche, s'il y a une bonne accroche pour cela, et donc on va systématiquement regarder tous les éléments. Ce qui ressort, c'est que plus on est positif, plus on respecte la personne qui est en face de nous, plus on la traite avec équité, plus on va se centrer sur elle, bien comprendre sa réalité de vie, etc., plus on a tendance à diminuer la récidive. Donc on l'intègre dans un processus de résistance et à la fin, il y a une prévention de la récidive. Et bien maintenant, je vais vous donner un petit peu de pratico-pratique concrètement. Quand on accompagne les auteurs, comment on fait?
Eh bien, on a des outils qui sont mis à leur disposition, soit par le biais d'une tablette. Donc, c'est pour ça qu'on vous a apporté des tablettes pour vous montrer concrètement, pour ceux que ça intéresse, comment on utilise, qu'est-ce qu'on propose aux personnes. Ou bien, on peut aussi les amener dans de la réalité virtuelle. Ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que la personne qu'on accompagne, eh bien, elle va être face à elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus cette relation duel qui est avec le professionnel, mais elle sera face à elle-même. Erwan, à l'instant, pouvait vous dire que dans l'accompagnement du Good Life Model, eh bien, on allait accompagner les personnes en faisant des plans de vie. Un plan de vie, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'on va indiquer à la personne de nous décrire à l'aide de sphères, en se trouvant dans une maison que vous voyez juste ici, avant qu'un plan de vie se fasse. Eh bien, dans cette maison, vous voyez un avatar qui est au milieu du tapis et tout ce qui va mettre sur le tapis va être tout de suite indiqué sur la grande télé que vous voyez. Au fond, vous avez une étagère, des étagères avec des boules. Ces boules, elles représentent les sphères que nous pouvons avoir dans notre vie. Donc on a les conjoints, les loisirs, la souffrance, la famille ascendante et descendante, les amis, les aspirations, etc. Et donc, à l'aide de ces boules, ce qu'on va demander à la personne de ces sphères, c'est de venir les prendre et de nous indiquer quelle est sa vie. C'est-à-dire, si moi j'étais un petit Jiminy tout le temps sur sa petite épaule, qu'est-ce que je verrais pendant 1 mois, 6 mois? Qu'est-ce que je verrais dans sa vie? Eh bien, la personne, c'est ce qu'elle va pouvoir nous faire. Et là, on est sur une jeune fille de 13 ans qui a pu m'expliquer effectivement sa vie. Donc, dans sa vie, elle a pu nous placer à la fois l'école, qui était plutôt positif. Bon, aller voir des professionnels de santé, hein, comme Erwan vous l'a dit, les auteurs ne sont pas toujours fans à l'idée d'être en obligation de soins et de travailler sur leurs problématiques. Comme vous pouvez le voir, on est rouge. Donc, c'est-à-dire que pour elle, pour cette personne, c'était plutôt quelque chose qui était négatif émotionnellement pour elle. Et comme ceci, elle va effectivement nous indiquer ce qu'elle a dans sa vie. Tout ce qui est proche d'elle, c'est ce qui lui demande beaucoup de temps. Ce qui est plus loin de son avatar, c'est ce qui lui demande moins de temps. C'est-à-dire qu'elle consacre moins de temps à cette activité ou en lien avec ces personnes-là. Vous pouvez aussi constater que la grosseur des sphères est plus ou moins grande. Ça, c'est l'importance que ça a dans sa vie. Et puis, si on repense au retour vers le futur et à ce qu'a pu dire Erwan, eh bien, en fait, on les accompagne surtout sur le futur. C'est-à-dire qu'on va demander la même chose aux personnes de faire un plan de vie futur. Concrètement, qu'est-ce que je vais leur demander? Si je te demande de t'envisager de manière heureuse et épanouie, on serait en quelle année? Pour ma part, on sera en 2030 en Nouvelle-Calédonie, je serai en maillot de bain au bord de la plage. Ça serait super. Eh bien, c'est ce que je vais lui demander. OK, on est en Nouvelle-Calédonie en 2030 et concrètement, il y a quoi dans ta vie? Et elle va faire la même chose, la personne. Elle va venir placer les sphères pour se construire un plan de vie satisfaisant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a son plan de vie futur satisfaisant, où souvent, eh bien, on ne trouve pas de traces d'infraction. C'est ce qui va nous permettre de venir retravailler sur le présent et voir les éléments qui sont des freins à l'épanouissement de cette personne. Là, ça va faire plaisir à Erwan. J'ai mis une autre personne. L'autre personne, c'est la victime, puisque cet outil nous permet aussi d'amener la personne de se mettre à la place de l'autre. En se mettant à la place de l'autre, on va lui demander d'envisager les conséquences que ça a pu avoir sur l'autre personne. Et donc, si je commence à parler de la victime, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de l'auteur, on est d'accord? Je vais enfin parler du film Dragon ou du dessin animé. Dans le dessin animé Erwan, on voit Harold et Croque-Mou. Tous les deux, au départ, l'un comme l'autre, ils vont avoir des actes assez négatifs. Puis, on va voir qu'au cours du film, du dessin animé, la relation va évoluer, le lien à l'autre va évoluer. En criminologie, qu'est-ce que tu peux m'en dire dessus? On parle de dragon. Très bien. Oui, on a mis le dessin animé en hommage. Bon. Eh bien,
Ce que vous avez vu juste avant, vous voyez qu'il y a les sphères, etc. Cela nous permet, par rapport aux réponses de la personne, ce qu'elle va positionner, etc., ça nous permet de faire une évaluation du risque notamment, et de savoir s'il y a beaucoup de problématiques ou pas, etc. Ça nous permet de motiver la personne sous cet angle Good Life Model, en disant, mais montre-moi où tu veux aller plus tard, et on va regarder toutes les alternatives qui s'offrent à toi, et comment on peut essayer de t'aider. Insertion professionnelle, un autre niveau d'études, rencontrer des personnes, etc. Peu importe, mais on va essayer de t'aider par rapport à ça. S'il y a des difficultés en termes de fonctionnement, s'il y a des difficultés plutôt psychopathologiques, cela nous permet d'avoir un accord avec la personne sur où se situent les difficultés, quelles sont les conséquences et comment, à plusieurs professionnels, on peut t'accompagner. On va tracer cette route-là. Pour la question de la réparation des liens, donc la question de la victime, je parle de la victime, mais en fait, toujours avec l'auteur. Ce qui est en jeu en criminologie aujourd'hui, merci. Ce qui est en jeu en criminologie aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre en place ce que l'on va appeler de la justice restaurative. C'est pour ça qu'il y avait un bandeau un peu partout, plateforme de justice restaurative sur le côté. Si je passe, on l'a pu, celui-là. Ah non, il y a plein d'animations avant. Bon, c'est pas grave, vous le reverrez. Il y a un bandeau, plateforme de justice restaurative, mais vous avez des modalités qu'on appelle de justice restaurative. On peut sanctionner, on peut réhabiliter, mais on peut aussi restaurer les personnes. Quel est l'intérêt vraiment de la justice restaurative? C'est le cœur même de la criminologie positive, on va dire dans sa théorie, dans le sens où notre idée est de restaurer le sentiment de justice des personnes qui ont été infractées, à la fois les auteurs et les victimes. Évidemment, les auteurs, on leur demande de se responsabiliser par rapport à cela, et les victimes, on va leur demander de venir dialoguer sur comment elles ont vécu les choses, quelles sont les souffrances, etc. Mais on essaie de restaurer un sentiment de justice chez les deux personnes. La justice restaurative, c'est entré dans la loi française en 2014. Donc vous avez la possibilité d'avoir des mesures de justice restaurative. Sachez-le, si vous subissez un jour une infraction, c'est un droit que vous avez à être informé sur la justice restaurative. Tous les professionnels, policiers, criminologues, etc., on doit vous informer. C'est votre droit en tant que citoyen. On doit vous dire que cette modalité-là, elle vous est disponible. Évidemment, vous êtes libre de le faire ou pas. Il y a 1000 raisons de le faire, 1000 raisons de ne pas le faire, mais on doit vous informer. Cette justice restaurative-là a aussi connu derrière une circulaire d'application en 2017. Et donc là, il y a une précision sur les types de dispositifs qu'on peut vous présenter. Concrètement, eh bien, si on est avec Dragon, Harold qui va blesser Croque-Mou, et comment on peut essayer de créer le dialogue derrière, ou Croque-Mou aussi, parce qu'il y a aussi des problèmes de l'autre côté quand même. Enfin, bon. Comment on peut essayer de les faire se dialoguer? Dans la vie réelle, quand vous avez un auteur, une victime, vous pouvez leur proposer la justice restaurative, mais en fait, vous pouvez leur proposer plusieurs dispositifs. Et c'est là qu'il faut avoir l'esprit très ouvert sur ce type de modalité, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de liberté derrière qui leur est donnée. On doit les préparer. Les préparer, c'est les préparer à parler de leur sentiment de justice ou d'injustice, leur permettre de dialoguer là-dessus. Mais rien n'oblige l'auteur à en parler à sa victime. Il peut, derrière, être préparé à en parler à une victime qu'il ne connaît pas, mais d'une infraction similaire, et qui serait d'accord pour venir échanger avec lui. Tout comme il pourra en parler à sa victime, si sa victime est d'accord pour le rencontrer et qu'elle est préparée aussi. Les deux doivent être volontaires et préparés. Ça, c'est particulièrement important. Donc, vous avez plusieurs dispositifs. Vous avez, j'ai listé là, mais je rentrerai un petit peu plus dans le détail, vous avez la médiation restaurative. Merci beaucoup, Wendy. Vous avez... D'ailleurs, si vous avez des questions dessus, eh bien, elle s'en va, c'est dommage, mais c'est la responsable nationale de la plateforme. Donc, je laisserai les flyers, les cartes, etc. Mais il y a une chance que vous soyez accompagné par ma collègue, puisqu'il y a à peu près 500 mesures maintenant de justice restaurative. Donc, pour la médiation, enfin, je ne vous souhaite pas. Je vous souhaite de ne jamais nous voir. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Ah bon. Vous avez la médiation restaurative, vous avez ce qu'on va appeler les RCVRDV, les rencontres condamnées-victimes ou détenues-victimes. Là, condamnées, c'est lorsque les personnes sont en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en prison, ou elles ne sont pas en tout cas en établissement pénitentiaire. Et détenues-victimes sont des personnes qui sont en établissement pénitentiaire, donc détenues, condamnées ou détenues. Avec les victimes, des cercles de soutien et de responsabilisation. Donc là, vous avez des cercles complets avec des bénévoles, comme ce que l'on vous a montré. Et vous avez le parrainage des licences, j'en ai déjà parlé. Alors, plus concrètement, oui, j'ai dit que je parlerai de lui, c'est Howard Zehr. Howard Zehr, on lui doit le terme justice restaurative aux États-Unis. C'est lui qui a vraiment amené toutes ces modalités-là et qu'on a repris en France. Les Belges l'ont repris un petit peu avant nous. Donc, bon. Vous avez vraiment deux modalités qui sont le cœur de la justice restaurative et que vous pouvez appliquer donc pour permettre à un auteur de discuter à une victime, évidemment une victime de discuter avec un auteur, de prendre en compte la réalité de l'autre, les souffrances, les conséquences, les répercussions des passages à l'acte. Deux modalités qui sont vraiment le cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces deux modalités, vous avez vraiment un auteur, une victime, ou plusieurs auteurs et plusieurs victimes. Et il y a un très bon film français qui est sorti, en tout cas un film français qui illustre parfaitement
ce que l'on fait au quotidien, qui correspond exactement à ce que l'on a dans la vie réelle. C'est presque un documentaire, quand on le voit, qui s'appelle « Je verrai toujours vos visages ». Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le film et vous aurez une très bonne illustration. Nous, on a préféré parler de dragons. Mais bon, c'est un choix. Bon. En tout cas, vous avez des médiations restauratives. Les médiations restauratives, dedans, ce sont la possibilité pour un auteur et une victime de se rencontrer en étant accompagnés évidemment d'un facilitateur ou un animateur de justice restaurative. Des fois, il y en a un, des fois, il y en a deux, ça dépend. Vous pouvez avoir le même criminologue qui va préparer la victime et l'auteur, les deux de la même manière, ou des fois vous avez un criminologue qui va préparer en justice restaurative un auteur, un autre criminologue qui va préparer la victime, et il y aura la rencontre tous ensemble. C'est pour ça que parfois on a deux animateurs de justice restaurative. Là, c'est ce que je vous disais, il est très important que les deux soient volontaires, et vous avez toute une phase de préparation. Vous avez toute une première préparation qui va plutôt être sur l'évaluation des besoins en termes de sentiment de justice, qu'est-ce que la personne cherche, une évaluation qui va être importante aussi pour la personne en termes d'expression de soi. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, quelles sont les répercussions dans sa vie qui font qu'aujourd'hui elle a un besoin de dialoguer, donc d'avoir un dialogue restauratif, dialoguer avec l'auteur ou avec la victime, cette personne. Vous allez avoir encore une autre phase qui est vraiment la préparation très concrète. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'accepte pas d'entendre, qu'est-ce qu'on ne veut pas dire, qu'est-ce qu'on veut partager, pas partager, est-ce qu'on veut amener une lettre, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vouvoie, est-ce qu'on se regarde dans les yeux, est-ce qu'on se fait la bise. Ce sont des questions très concrètes en fait. Est-ce qu'on met une table entre les deux personnes ou pas? Donc on doit sécuriser absolument tout ce qui va se passer dans la rencontre. Et encore, on est en France, on n'a pas le port d'armes. Mais on doit sécuriser beaucoup de choses dans ces rencontres-là. Donc on va vraiment préparer jusqu'à la rencontre, où là, les personnes peuvent échanger. Le terme de médiation restaurative, il est bien indiqué parce qu'en fait, il y a une médiation entre un auteur et une victime. Par contre, il ne faut surtout pas confondre cela avec ce que font des vrais médiateurs, j'ai envie de dire, des médiateurs sociaux, ceux qui font aussi de la médiation pénale, etc. Nous, là, l'enjeu, c'est de préparer les personnes à se dialoguer. Donc on a un énorme travail en tant que criminologue à les préparer, mais par contre, on ne fait rien après pendant la rencontre. On les laisse dialoguer. On est présent, mais on les laisse dialoguer. On ne recherche pas un accord, on ne recherche pas le pardon, on ne signe pas d'acte. On n'a rien de tout cela à faire. Le but, c'est de leur permettre de dialoguer sur des souffrances, des perspectives, etc. Et elles doivent être libres de faire cela. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, les rencontres condamnées, détenues, victimes. Vous allez avoir 3 auteurs, vous allez avoir 3 victimes. Alors ça va de 3 à 5, suivant les dispositifs que l'on met en place. Vous allez avoir des animateurs et vous allez avoir des bénévoles. On le voit aussi dans le film d'ailleurs. C'est lorsqu'ils sont en groupe qu'ils vont en prison et qu'ils discutent un petit peu tous ensemble, pour ceux qui ont vu le film, lorsqu'ils discutent tous ensemble. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez être dans la durée. Alors, ça change très largement de la médiation restaurative. La médiation restaurative, il faut se dire que c'est 80% de la justice restaurative dans le monde. C'est vraiment ce que l'on fait en très grande majorité. Les rencontres condamnées-victimes ou détenues-victimes, c'est différent dans le sens où il y a plus de monde, il y a plus d'auteurs, plus de victimes, et donc on n'est pas sur du one-shot. Ce n'est pas une rencontre. Vous allez avoir plusieurs rencontres de ces mêmes personnes ensemble. Donc les personnes vont se voir plusieurs fois, elles se voient plus longuement, en général elles se voient 3 heures, donc elles vont se voir plusieurs fois 3 heures pour dialoguer ensemble. L'intérêt aussi de se voir plusieurs fois de cette manière-là, c'est que les personnes ne se connaissent pas. Les victimes ne se connaissent pas entre elles, les auteurs non plus, et les auteurs ne connaissent pas les victimes. Donc en fait, vous n'êtes pas avec les victimes de leurs auteurs. Vous êtes avec des personnes de faits similaires, par exemple des auteurs d'infractions qui ont commis un homicide, et des victimes de proches qui sont décédés. Mais ce ne sont pas forcément les auteurs qui ont tué leurs proches. Oui. Donc là, vous allez avoir des échanges qui vont se faire sur comment on se retrouve dans ces situations problèmes, comment on les assume, quelles sont les conséquences de la prison, comment on essaie de ne pas recommencer, quelles sont les souffrances pour les victimes, etc. Donc il va y avoir plusieurs temps d'échange sur tous ces sujets. Donc vraiment, médiation restaurative et rencontre condamnée-victime, vous êtes dans le cœur de la justice restaurative, dans le cœur de ce que la criminologie en apprécie, dans l'aspect de la criminologie positive, c'est-à-dire redonner en fait l'infraction, redonner ce qui s'est passé aux personnes qui étaient là. Et l'une des difficultés que l'on a dans la criminologie positive, c'est de se dire qu'on est arrivé dans un état de société qui n'est pas bien ou mal, qui s'est installé pour certaines raisons, et aussi pour de bonnes raisons d'ailleurs, mais où la victime peut ne pas être au tribunal, l'auteur peut ne pas y être non plus, et en fait on va décider, on va essayer de s'arranger socialement, d'une bonne façon, avec des professionnels rigoureux, mais sans les protagonistes de départ. La justice restaurative ne dit pas que c'est mal, elle dit qu'il manque quelque chose et qu'il faut des modalités complémentaires. Ramener en fait le pouvoir de décision aux auteurs et aux victimes pour qu'ils puissent en faire quelque chose dans leur projet de désistance et de résilience. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Et vous avez 2 autres possibilités qui sont listées ici.
le cercle de soutien de responsabilisation et le PPD, où là, il n'y a pas la victime. Ce sont des auteurs entre eux qui vont être soutenus par des bénévoles au quotidien pour essayer de ne pas recommencer, mais aussi pour avoir un renfort, un support au quotidien sur leurs problématiques, être aidés dans la responsabilisation, mais aussi un soutien intellectuel, affectif, social au quotidien pour ne pas recommencer. Les CSR, donc les cercles de soutien de responsabilisation, ont été mis en place au Canada dans les années 90. On passe par la Belgique, on est obligé de le dire comme ça, les années 90. Et l'enjeu, c'était surtout pour les auteurs d'infractions sexuelles à orientation sur les mineurs, donc problématique de pédophilie, qui sortaient de détention, qui sortaient plutôt de manière sèche, donc il n'y avait pas eu beaucoup d'accompagnement à la sortie de détention et qui n'étaient pas accompagnés après en milieu ouvert, ce qu'on essaie de surtout pas faire aujourd'hui. Surtout pas de sortie sèche comme ça, d'avoir un accompagnement et un retour petit à petit. Mais à l'époque, c'était comme ça, et donc les Canadiens ont créé ce dispositif qu'ils ont évalué pour qu'il y ait des bénévoles, du soutien, une communauté qui est là, une communauté qui essaie de ne pas stigmatiser, mais sans non plus être évangélique. L'idée, c'est de réintégrer la personne, parce que les auteurs d'infractions, demain, ce sont vos voisins. Quand ils sortent de prison, ce sont vos voisins. Comment on fait pour les réintégrer, pour ne pas avoir peur d'eux, mais tout en les responsabilisant sur les problématiques? Donc, les cercles de soutien de responsabilisation, essayez cela. Quels sont les bénévoles formés qui sont aptes à aller discuter avec les auteurs toutes les semaines? Comment essayer de le prendre en compte, en plus de professionnels. Les professionnels sont dans un cercle plus secondaire ou une constellation avec des psychologues, des psychiatres, des criminologues qui vont faire de l'évaluation du risque, l'évaluation des problématiques psychologiques, etc. Mais toujours un soutien social en priorité, qui est présent au quotidien. Parce que nous, on peut faire ce qu'on veut dans un programme, les psychocriminologues, etc. On peut faire ce qu'on veut en entretien individuel, la réalité virtuelle, etc. Il n'y a rien de mieux que du quotidien. Il faut absolument savoir quel est l'environnement de la personne, ce qu'elle fait, comment ça se passe, etc. Je vous donne une anecdote qui représente bien, qui montre qu'on n'est absolument pas des génies, même quand on s'appelle Dieu. On accompagnait un auteur d'infraction sexuelle. On essayait vraiment de bien l'accompagner, qui n'avait pas recommencé. On était plusieurs professionnels, etc. Donc on essaie vraiment de faire. Et dans notre milieu, c'est normal, en tout cas c'était normal jusqu'à un moment, de recevoir la personne en entretien. Mais très rarement, on va demander une cartographie de son lieu de vie. Et donc, par exemple, je me souviens d'une collègue, quand on discutait avec ce jeune homme, il avait 30 ans, je me souviens d'une collègue qui reprenait avec lui tout ce qui était dysrégulation émotionnelle sur la colère. Comment il gère sa colère, quels sont les déclencheurs, comment ça se passe pour lui, etc. Et comment on peut l'accompagner. Et souvent, ça avait un lien avec des réactivations trauma pour lui. Et l'un des conseils qui était donné, c'était absolument de sortir, parce qu'il avait tendance à monter en pression quand il était chez lui, avec un fort isolement. Donc tout de suite, de sortir et de mettre en place des exercices. Le problème c'est qu'il se levait assez tard dans la journée. Enfin, assez tard, ça dépend des gens. Pour moi, c'était assez tard, il se levait vers 16h. Bon. Mais bon, ça fait des belles chansons de trio. Il se levait vers 16h, et à 16h, c'est le pic où il allait très mal. Il y avait des consommations d'alcool, donc c'est dépressogène pour lui. Donc il allait très mal. Et quand on lui conseillait à 16h de sortir de chez lui, on n'avait pas forcément l'information qu'au bout de la rue, il y avait une école primaire. Vraiment, juste au bout. Donc sortir son chien qui était là, et c'était précisément le thème de l'infraction. Donc on a besoin d'avoir de la réalité de vie, des bénévoles qui sont là, d'avoir de l'information sur son quotidien, de pouvoir se déplacer, de prendre ce temps-là, pour pouvoir tous ensemble en fait décider cela. Il n'était pas négatif, c'est lui-même qui nous a dit, écoutez, je ne peux pas faire ça parce que si je sors, ça active mes pulsions. Donc il était bien dans un accord avec nous de projet de désistance, etc. Je vois que j'ai 1 minute 11. Parfait, je vais passer à la slide après. Je coupe de manière abrupte, mais comme ça je finis là-dessus. Pour vérifier si vous avez bien suivi. C'est bon. Ah, le G20, ça n'existe plus. Le G7 existera peut-être plus bientôt. Bon, c'est bon. Bravo. Vous êtes de très beaux criminologues. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. On peut se voir demain, il y a Accro au futur et les portes du pénitencier qui sont 2 tables rondes où je vais pouvoir intervenir. Et sinon, il y a au centre à la librairie à 19h, on peut échanger aussi, on peut discuter, on peut prendre un café. Voilà. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux.